Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bonsoir à toutes et à tous, synchronisation des montres, pile poil 19h30. T'écoutes Redline Radio. Attention, changement de statut. Redline Radio n'est plus la grande des petites radios, mais la plus petite des grandes radios. Redline Radio. Hello les amis de Redline Radio, vous désirez soutenir votre radio ? Rendez-vous sur le site www.redlineradio.ch et faites bon usage du bouton Twint. Merci pour votre soutien. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Le fil rouge, un souffle océanique sur la vie culturelle lémanique. Bienvenue à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. On se lundi journée préférée bien sûr de notre maître de cérémonie, Monsieur Flavio. Il vous en parlera certainement tout à l'heure. On aimerait remercier particulièrement les automobilistes qui sont bien sûr derrière nos 1 et nos 0 du DAB bloqués certainement sur ces autoroutes lausannoises. On aimerait bien sûr penser aussi à toutes les personnes qui nous écoutent derrière le poste à la maison. Nous ne vous oublions pas, Redline Radio est une radio qui s'écoute mais qui se regarde. Ça se passe aussi sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de Redline Radio qu'on vous invite aussi à liker. Ça se passe, nous qui sommes dépendants de ces merveilleux algorithmes, aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, poser des questions, ça nous ferait extrêmement plaisir. On cherche toujours à atteindre le chiffre, on y est bientôt, des 2500 abonnés sur Instagram. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, tous les chats sont ouverts, n'hésitez pas, on sera un plaisir de vous répondre. Monsieur Flavio, comment est-ce que tu vas bien en cette belle journée? Merci mon Kelly, de intrépide capitaine Alex. Je suis Flavio, votre médiateur poétique sur la Redline Radio, et je vais régionalement bien. Je voyage les mystères de nos terroirs ce soir, vertigineusement bien. Je frissonne d'excitation et de joie sur le fil rouge. Notre affaire de rencontre, de partage, d'audace, de liberté. Notre condensé de découvertes artistiques et littéraires farouchement indépendants, pop, poétique, toujours à la croisée des arts. Notre rendez-vous culturel du lundi, et oui, ma journée, ma soirée préférée de la semaine, car chaque début de semaine nous offre la chance immense d'un nouveau départ, de nouvelles aventures frissonnantes, régionales, culturelles, littéraires, locales et musicales avec toi, Alex, notre impérial guide bienveillant. Et comme tous les lundis, on a hâte de découvrir tes insights intuitifs, saisissants et épatants, mon cher Alex. Et la question d'ouverture du fil rouge ce soir, elle vient à toi, Alex. Comme quoi, voilà. On est là. Est-ce que la littérature de chez nous, la musique de nos cantons, nos groupes, nos écrivains, ils peuvent représenter la culture locale et nous donner des clés pour plonger dans nos terroirs et les découvrir différemment, selon toi, Alex? Eh ben, j'ai envie de dire clairement oui. Enfin, je vais bien sûr pas parler de littérature, tu sais que je ne suis pas très littéraire, mais au niveau des musiciens, et je trouve que c'est cool, et on perd un petit peu notre suicitude. Tu vois, on commence à être fier de ce qu'on fait, notre mentalité en Suisse, à peine t'effleures le pied d'une grand-maman, tu te prestes en excuse, puis là, un petit peu moins, et puis je trouve ça cool. Et puis vraiment, il y a ce côté aussi vraiment un petit peu du patrimoine suisse qu'on commence à lever avec fierté, et moi je trouve ça vraiment hyper cool. En tout cas au niveau de la musique, c'est ce que je pense. Mais en littérature également, en étant le plus suisse des Brésiliens, ou le plus brésilien des Suisses, je peux te dire que cela tombe merveilleusement bien, caro amigo et capitaine radiophonique, car notre invité ce soir lance de passerelles entre littérature et régionalisme, entre polar et terroir. Il tisse des ponts entre nos envoûtantes régions et les frissons d'intrigues captivantes pour nous maintenir en haleine et nous faire voyager dans son univers dont les fils rouges et noirs, comme les couvertures de ces romans, sont le partage, l'enthousiasme, l'amour de l'écriture et la passion de raconter des histoires. Nous avons la chance immense de recevoir dans notre studio à Lausanne l'auteur suisse de romans policiers et de thrillers, entre autres, figure emblématique du polar régional, l'enthousiasmant et enthousiasmé Christophe Barrault, qui publie des récits prenants et addictifs, ancrés dans nos terroirs, sa marque de fabrique. Nous avons hâte de découvrir ces enquêtes incisives dans lesquelles, comme à Échalon, tout le monde n'a pas que de bonnes intentions. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien ce soir? Ça va super bien. Est-ce que c'est vrai qu'à Échalon, c'est une commune où tout le monde n'a pas que de bonnes intentions? Et plus sérieusement, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer les succès du polar suisse?
Alors à Échalon, ça se passe plutôt bien. C'est rassurant. On a quand même assez peu de crimes violents, donc tout va bien. Ça reste de la fiction, bien sûr. Hein, et l'objectif, c'était vraiment de recentrer une intrigue dans un lieu sur lequel on peut s'identifier. Pour justement, je pense que c'est ça la puissance de ce polar régional qui commence à émerger maintenant. C'est ce côté. On n'a plus besoin d'aller à New York ou en Australie pour se raconter des histoires, pour se faire peur ou pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer de plus sombre dans la tête des gens et dans leurs actes. Et du coup, après, avec un peu de fantaisie, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est intéressant. Et surtout, cela ne te manque pas, la fantaisie. Non, ça me manque pas du tout. Non, j'arrive à en mettre toujours un petit peu partout. Donc tout va bien. Donc la raison de mon commentaire, et nos auditrices et auditeurs de Échalon qui ne se vexent pas, c'est simplement pour contextualiser ce que c'est que ton roman, ton 3e roman, Mortel Curatel, se passe à Échalon, publié aux éditions Montsalvin. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu la bande-annonce de ce polar ancré dans nos terroirs? Bien sûr. Alors ce roman, effectivement, il a été publié en 2023 et l'histoire c'est une retraitée de 80 ans qu'on va retrouver au pied d'un pont dans une rivière qui s'appelle le Talent, à moitié congelée du coup parce qu'elle a passé la nuit dehors. Et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est tombée du pont malheureusement? Est-ce que c'est un malheureux accident? Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe? Donc on va suivre un fil d'enquête avec 2 enquêteurs qui vont prendre en main le mystère, qui vont comprendre aussi que cette personne elle vit seule depuis une 20aine d'années, qu'elle est sous curatelle, qu'elle vit dans un appartement protégé. Puis on va vraiment aller à travers Échalon du coup justement dans ces différents lieux, dans ces différents endroits pour essayer de dénouer un petit peu ce fil d'intrigue. Et en parallèle du fil de l'intrigue, on va avoir des flashbacks sur la vie de cette personne, sur d'où elle vient, sa relation justement avec son curateur, pourquoi elle est sous curatelle, et puis surtout justement c'est un peu ces 2 personnages clés, le curateur et cette retraitée, qui vont être les 2 fils rouges, on va dire ça comme ça, de l'histoire. C'est très joliment dit. Exactement. Alex, toi qui connais bien la région, est-ce que Échalon te ferait peur? Est-ce que c'est une ville où tu verrais un meurtre, un crime? C'est ça également la magie du polar régional, parce qu'on ne s'attend pas en fait. Moi, ce que je trouve cool, et puis du peu de littérature que je connais, mais ce régionalisme, moi en tout cas, me plaît parce que ça c'est marrant de savoir que ton polar se déroule à Échalon, l'Échalonçois, parce que Échalon au niveau musical est vraiment une source inépuisable de talent incroyable. Alors tu me dis, est-ce que Échalon me ferait peur? Non, mais il y a un petit bled à côté d'Échalon qui s'appelle Sulan. Là, le jour où je dois aller tourner un film d'horreur, c'est là-bas que je vais, parce que t'arrives là-bas, il y a cette brume, tu sais, vraiment qui se lève comme ça, comme dans les films d'horreur. C'est Échalon, ça me ferait pas peur, mais Sulan, beaucoup plus. Ouais. Des bonnes idées peut-être pour un 5e, pourquoi pas, roman. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans ton roman Mortel Curatel, on a fait un peu un saut, on est déjà sur ton 3e roman, c'est la fine psychologie. Tu as l'essence aiguisée des personnages justement, donc cette retraitée, le nom m'échappe maintenant. Louisette. Voilà, Louisette. J'étais avec elle toute la semaine passée, et on a envie de découvrir davantage. Donc c'est pas un polar où il a une effusion de sang, c'est pas quelque chose de gore, enfin rien contre le gore non plus, mais c'est pas ton orientation. Tu es plutôt sur quelque chose de fin au niveau de la psychologie. Exactement, ouais, moi le gore, disons le gore pour le gore, ça m'intéresse des fois de en lire, hein. Moi j'aime bien justement parler de... Il y a les gores des Alpes également. Gore des Alpes aussi, peut-être qu'un jour ça m'amuserait beaucoup, parce que là c'est vraiment assumé complètement, donc ça en plus très amusant d'écrire ça, hein. On verra peut-être un jour. Oui, nous avons reçu des écrivains qui ont publié dans cette collection, donc Louise Anne Bouchard, et puis on va recevoir Emmanuel Robert dans 2-3 semaines, et c'est vrai que c'est très jouissif. Rien contre, mais c'est pas vraiment ton domaine. Tu es plutôt dans quelque chose de plus fin, de plus délicat en quelque sorte. Ouais, moi j'aime bien justement disséquer un peu. C'est pour ça que je parlais des apparences, des bonnes intentions apparentes. C'est que j'aime bien un peu disséquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il y a comme vraie motivation derrière, les faux semblants, les mensonges. Mais c'est vraiment des choses qui m'intriguent beaucoup plus qu'effectivement de la matière cérébrale et des membres découpés, on va dire ça comme ça. Ça m'empêche pas d'avoir quand même mis 2-3 gouttes de sang ici et là, hein, mais il y en a un petit peu quand même. C'est vraiment pas du tout le focus effectivement de ces romans-là.
On est vraiment beaucoup plus sur justement ce que pensent les gens, pourquoi ils font ces choses-là. Et puis justement, je trouve beaucoup plus intéressant d'essayer de voir les aspects un petit peu plus comment dire, c'est pas plus malsain que quelqu'un qui va décapiter quelqu'un, mais c'est peut-être plus subtil, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est les bons mots. Mais Alex nous a tellement bien fait voyager dans cette brume. C'est un peu le cas également du polar nordique, il y a eu une période, enfin elle a toujours justement ces calmes suisses. Tu parlais de suissitude. On a envie d'aller un peu plus profondément peut-être et découvrir ce qui est derrière les apparences. Est-ce que tu avais cette intention également de poser ton roman géographiquement dans un endroit vraiment très, très paisible et puis d'aller dans certains recoins plus profonds de l'âme humaine? C'est une bonne question. Disons que les 2 derniers que j'ai publiés, donc le Mortel Cuiratel, La Tête hors de l'eau, l'ancrage local, ça faisait partie du brief, si j'ose dire, du concours auquel j'ai appliqué. Donc il y avait effectivement cette envie d'ancrage local. Je l'ai aussi mise dans Malléable, mon deuxième. Je suis aussi dans la région un peu autour d'ici. Moi, je suis très très ancré par ici. Moi, je suis né à Bussigny, j'ai fait mes études à Renan, j'ai habité à Renan, à Cheseaux, j'ai étudié à l'EPFL, donc je suis toujours resté un peu dans cette région ici, Suisse romande, Canton de Vaud. Et je trouve très intéressant justement de se dire, mais oui, ok, c'est sûr qu'on n'a pas des guerres de gang aussi violentes qu'à Détroit, par exemple, ou à Rio. Puis heureusement, je me permets, vas-y. C'est ça. Favela, c'est pas encore tout à fait, heureusement. C'est ça. Mais justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on peut amener des choses qui sont peut-être un petit peu plus subtiles, en se disant, bah voilà, c'est pas juste. On va pas se reposer sur quelque chose qui est réel, mais on va créer quelque chose justement qui n'existe pas vraiment, ou alors qui est peut-être un petit peu caricatural, mais qui reste dans le réalisme, on va dire. Est-ce que le fait justement de se servir de ce régionalisme, pour toi, il y a quelque chose de sécurisant? Parce que tous les bleds que tu as cités, que ce soit Bussigny, Renan, Cheseaux, tout ça, et Châlons, Sulon, je les connais tous, c'est vraiment tous les bleds de ma région. Est-ce pour toi, le fait de rester dans ce régionalisme, il y avait quelque chose de sécurisant au moment d'écrire tout simplement ton ouvrage? C'est une bonne question. Décidément, on a des bonnes questions. On est en forme ce soir. Non, peut-être sécurisant. Je sais pas si c'est vraiment de la sécurité que je recherchais, mais j'aime bien ce côté. Bah, ça rajoute, je trouve, un aspect beaucoup plus tangible, on va dire ça comme ça. Une certaine intimité peut-être avec les paysages qui sont antérieurs également. Plus facilement d'aller vers l'intérieur à partir d'un extérieur qu'on connaît. Un peu philosophe également. c'est un peu ça. Et justement, moi je trouve que c'est aussi très... Là, je suis en train d'en écrire un qui part un peu dans le fantastique, mais qui reste aussi ancré ici. Et justement, la personne me dit, elle part, là c'est un chapitre que j'ai écrit il y a quelques jours, elle part pour se faire en gros désenvoûter, puis elle va dans une ferme à Penel-Jora. Et je trouve que c'est aussi le décalage. Là, il faut prendre son passeport, le décalage horaire. Pas oublier les vaccins non plus. C'est ça. Non, mais c'est justement, je trouve aussi ce décalage, ça crée un petit décalage comique, entre guillemets, de se dire, ah bah tiens, mais ça va jamais arriver dans notre commune, dans notre petite bourgade ici. Puis en fait, peut-être que si. Et ça pourrait tout à fait arriver. Il y a le côté psychologique, comme on a parlé, mais il y a aussi les soucis de société que tu glisses avec beaucoup de délicatesse et finesse dans tes romans, notamment dans Mortel Cuiratel, qui est la question des personnes âgées, une thématique très helvétique, une population qui vieillit. Est-ce qu'il y avait cette envie également de parler de ça, d'aller nous faire réfléchir sur ces questions de vieillissement, qu'est-ce qu'on fait de nos personnes âgées? Ouais, alors justement, c'est des thématiques qui me touchent. Celui-ci parle vraiment de cet aspect un peu troisième âge, quand on n'arrive plus à être autonome, qu'est-ce qui se passe, cette fragilité qui se développe, puis du coup on peut peut-être tomber dans les mailles du filet de quelqu'un qui serait peut-être pas bien intentionné. Dans le suivant, sans trop divulgacher, bien sûr. Dans le suivant, on va être dans la partie vraiment un petit peu plus aussi entrepreneuriat, prise de risque, et puis souci qui vient du financier, souci financier. Il y a aussi toute la partie de relations. Je suis là, dans La Tête hors de l'eau, on est vraiment sur quelqu'un qui est en même temps mère,
en même temps entrepreneuse, qui va avoir un peu ce rôle de mère au foyer qui va lui retomber dessus avec le Covid. Donc il y a toutes ces thématiques-là qui me plaisent. J'en ai aussi un en cours qui parle aussi d'adoption, de maltraitance d'enfants. Donc vraiment, c'est des thématiques effectivement qui... Les questions de société sont source d'inspiration. Donc juste pour contextualiser, pour nos auditrices et auditeurs qui peut-être ne connaissent pas encore ton œuvre qui est déjà vaste. Donc on parlait tout à l'heure de Mortel Curatel aux éditions Montsalvin. Donc là, c'est l'histoire justement de la personne âgée qui pourrait être manipulée par son curateur et un crime qui se passe à Échalin, où tout le monde n'a pas que de bonnes intentions. Très bien. Et là, on passe au dernier. Donc, tu as déjà mentionné La tête hors de l'eau. Et là, c'est aux éditions de La Rive. D'ailleurs, c'est un roman qui a reçu les prix Polar de La Rive. Et c'est comme ça qu'il a pu voir le jour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse de ce projet ? Bien sûr. Là, c'était tout début 2023, j'ai une copine à moi qui s'appelle Céline qui m'a envoyé un WhatsApp et qui me dit ah bah tiens, il y a un concours littéraire, parce qu'elle savait que j'avais commencé un peu à écrire des romans. Il y a un concours littéraire dans ma région, il faut écrire quelque chose qui se passe au bord de l'eau, sur la thématique de l'addiction, t'as jusqu'à telle date, telle taille de texte nécessaire. C'est court comme délai. Hein. Alors ouais, justement, et en plus j'étais dans la phase d'édition de Mortel Curatel, donc je lui dis écoute, c'est cool, merci d'avoir pensé à moi, mais honnêtement, déjà le timing il va être super short, et en plus je lui dis vraiment addiction, bord de l'eau, ça m'inspire pas plus que ça. Et quelques jours après, à peine, je vais bosser, je bosse à Genève, en l'occurrence ce jour-là, et j'ai une collègue qui me dit je vais me baigner. Puis je me dis ok, tu vas dans quelle piscine? Je connais pas bien Genève. Elle me dit non, je vais dans le lac. Puis je la regarde, je dis mais attends, moi j'étais il faut contextualiser, j'étais en manteau, écharpe, bonnet, gants, et elle me dit qu'elle a baigné dans le lac, il y a de la glace partout. Je dis non mais t'es folle. Puis elle me raconte effectivement que ces baignades c'est hyper bien pour le corps, pour l'esprit, etc. Et dans ma tête je me dis mais il faut vraiment être addict pour aller se baigner dans le lac en plein janvier. Puis là ça fait un petit pouf comme ça dans la tête. Et l'idée est venue, l'inspiration est venue. Et je me suis dit, tiens, c'est un l'ampoule s'est allumée, quoi. C'est ça. C'est un axe justement qui est intéressant pour l'addiction, parce que c'est pas un truc trop classique comme la clope ou l'alcool. Et ça a mûri un petit peu sur les jours qui viennent. Puis après, je me suis dit, mais merde, non, j'ai une idée, faut que je la sorte, quoi. Et j'ai commencé à faire le décompte. Je me suis dit, bon, on est mi-janvier, fin janvier. Je lui ai envoyé le texte en mai. En général, moi, je fais une phase de bêta lecture, donc je l'envoie à des gens, des proches, pour qu'ils me fassent un petit retour, pour que je puisse améliorer la chose. Puis je me suis dit, si je dois leur faire leur envoyer le texte, qu'ils me fassent un retour, que je fasse des améliorations, si je leur envoie après mi-mars, c'est mort, quoi. Et du coup, j'étais à mi-janvier, mi-mars. J'ai 2 mois. Et je me suis dit, allez, je teste, quoi, on verra bien. Puis au pire du pire, j'arrive pas à le sortir, puis je le sortirai peut-être plus tard. Puis j'ai réussi à tenir le délai pour une première version. On a fait une première relecture. J'ai réenvoyé le texte final vraiment sur la deadline. Et puis 1 mois et demi, 2 mois après, j'ai l'éditeur qui m'appelle et qui me dit t'as gagné. Champagne. Et là je me dis purée. Eureka. Est-ce que dans ce cadre-là, la contrainte et le temps a été aussi une source de motivation? Parce qu'on dit toujours c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Est-ce que dans ce cas-là, pour toi, ça a vraiment le fait de voir ce truc aussi proche, tu t'es dit ok, est-ce que c'était le ch'timoum qu'il a fallu en fin de compte? Alors clairement, je pense que j'aurais pas eu cette... écrire un bouquin en 2 mois, c'est monstre court. Donc clairement, ça a été un gros élément de motivation. Puis je me suis dit, ça serait génial que je sorte un autre bouquin, parce que les 2 premiers étaient auto-édités, donc ça c'est en guillemets facile à sortir, mais c'est pas facile à vendre et à faire connaître. Et puis là je me suis dit c'est peut-être le meilleur moyen d'arriver sur un petit début de quelque chose d'intéressant au niveau de l'écriture, et effectivement clairement la deadline serrée ça motive. Alors après par contre c'était le matin en allant bosser dans le train, le soir en revenant bosser du train, les soirées, ma femme elle m'a pas beaucoup vu pendant ces soirées-là, et puis les week-ends, moi j'ai l'avantage de me lever très tôt, puis ma femme plutôt grasse mat, donc j'ai pu prendre aussi ces petits moments-là, mais c'était vraiment... ça devait être très très productif du coup. C'est intéressant parce que tu as parlé, et Alex a très bien visualisé, c'est là avec l'ampoule et l'inspiration. Donc l'écriture est une question d'inspiration, mais également une question de discipline. Toi, tu viens d'un milieu académique, tu es ingénieur de formation. Est-ce que cette discipline alliée à l'inspiration est qui fait ta force en tant qu'écrivain, aussi comme la contrainte qui
qui est venu intervenir dans ce processus-là? Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plein de styles différents d'auteurs, d'autrices. Il n'y a pas deux qui fonctionnent de la même façon. De toute façon, il y a des gens qui vont avoir un plan énorme avec tout un détail avant de commencer à écrire les premières lignes, puis d'autres qui écrivent un peu comme ça au fil de l'eau, puis ça se matérialise un peu. Au fil de l'eau, mais la tête. Voilà. La tête hors de l'eau. Toujours une histoire d'eau dans les bouquins. Je m'en rends compte gentiment. Et clairement, moi, mon style d'écriture, on va dire ça comme ça, en tout cas pas d'écriture dans le sens du texte, mais dans le sens de la composition, c'est vraiment assez... moi j'aime bien les petites cases aussi, donc j'ai un espèce de grand mur virtuel avec plein de post-it, et je me compose comme ça mes personnages, mon fil de ma trame de temps, toutes mes recherches un peu périphériques, que ça soit un travail d'ingénieur en quelque sorte également, l'architecture de l'histoire. Il y a un peu de ça, il y a un peu de mon job actuel aussi, avec on utilise beaucoup de post-it, de génération d'idées, de choses comme ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient aussi là-dessus. Mais oui, c'est sûr que je pense que l'écriture, il faut avoir cet aspect créatif, mais il faut surtout être un peu un acharné, quoi. Il faut avoir de la discipline également. Parce que également. sinon, effectivement, on commence 10 000 trucs, mais on n'en finit jamais un. Donc, et là, je pense qu'effectivement, ma formation aussi, ce côté, il faut aller jusqu'au bout du truc, ça a dû m'aider. C'est là. En te lisant, en découvrant tes romans, ce qui m'a frappé également, c'est la finesse de construction des personnages. Les personnages sont vraiment très, très attachants. Par rapport à la tête hors de l'eau, on fait la connaissance de Delphine, qui est fière de son travail. Elle est fondatrice d'une agence de voyage et qui souffre avec le Covid. Est-ce que dans cette construction d'un personnage, est-ce qu'il y a des éléments du réel qui viennent s'insérer? Est-ce que Delphine est quelqu'un? Elle a des côtés de quelqu'un que tu connais? Est-ce que c'est toi? Comment cela se passe? Je dis toujours que c'est un grand patchwork de plein de gens et plein de situations et plein d'éléments de ma vie aussi qui m'entourent aussi, simplement des news que je peux lire dans le journal et autres. C'est jamais une personne vraiment en tant que telle que je copie-colle, on va dire ça comme ça, dans un roman, mais il y a plein de petits éléments que je vais prendre à gauche à droite. Typiquement, ça va être cette situation avec le Covid, où il y a ces fameux prêts Covid ou les RHT qui étaient là pour aider, en tout cas à l'époque, à la base, et puis qui ont pu se retourner contre certains des entrepreneuses qui ont pu en bénéficier. Cet aspect-là, ça est arrivé à des gens que je connais dans ce milieu-là, justement. Mais c'était pas forcément des fondatrices d'agences de voyage. C'était pas forcément Delphine. C'était pas forcément Delphine. Et c'est vraiment ce petit patchwork de plein de choses qui vont donner un peu de corps et un peu de réalisme au personnage, effectivement. Et la sensibilité également de ces personnages-là. Alors j'aimerais te proposer que tu nous lises le début de ton roman que j'aime beaucoup aimer, donc La tête hors de l'eau, aux éditions de la Rive, prix Polar de la Rive 2023, pour qu'on puisse plonger, et c'est le cas de le dire, dans les eaux du Léman, mais d'une manière tout à fait en sécurité. Et au chaud surtout. Avec plaisir. Delphine profitait de cette délicieuse sensation d'euphorie qui la déconnectait du monde. Elle n'avait plus la moindre notion du temps. Heureusement, Julien, l'organisateur de ce bain froid, avait tout prévu. Lorsque l'alarme de sa montre bipa après 7 minutes, il secoua la clochette, sonnant le ralliement des courageux bagnards. C'était la règle numéro 4, 1 minute par degré en dessus de zéro. La majorité du groupe restait près de Julien, et il y en avait toujours un ou deux qui s'éloignaient de quelques mètres pour profiter d'un moment de calme. Le soleil s'était déjà couché depuis près de 2 heures en ce début de soirée de mi-janvier. Sur la plage de Galets, les givrés, comme ils s'étaient baptisés, se réunirent autour du brasero. C'était la règle numéro 5, se changer et se réchauffer dès la sortie de l'eau. Les corps rougis par l'agression de l'eau glacée retrouvèrent des vêtements secs et tous se mirent à trembler. Réaction parfaitement naturelle, mais surprenante pour les néophytes. Alors que l'ambiance était légère et les éclats de rire fréquents, Julien fouilla dans son sac à dos et sortit une puissante lampe de poche. Quelques regards inquiets commencèrent à s'échanger autour du feu. Les baigneurs se rendirent compte que l'un d'eux manquait à l'appel. « Jacques !» cria Julien. Il balaya la surface de l'eau avec le faisceau de lumière sans apercevoir quoi que ce soit. D'autres participants appelèrent leurs camarades à leur tour. Delphine était là sans y être.
Elle observait la scène, mais son esprit était ailleurs. Son cerveau se baignait encore dans un mélange d'endorphine et de dopamine. Malgré elle, son visage affichait le si grand sourire que la nature lui avait offert. Après un coup d'œil à sa montre, Julien soupira et retourna au pas de course vers son sac à dos. Il enleva ses vêtements et enfila le plus vite possible une combinaison de néoprène. Sa peau, rouge, lui fit un mal de chien, mais il n'hésita pas, serrant les dents. Une fois habillé, il ajusta une lampe frontale sur sa tête et récupéra son téléphone laissé au fond de son sac. « Karine, appelle le 144 » demanda-t-il en lui lançant l'appareil. C'est frissonnant, du suspense, on a envie de savoir qu'est-ce que va se passer avec Delphine, avec ton histoire. En préparant notre émission, je te posais la question de ton incipit préféré, tu ne les connaissais pas par cœur, mais tu as cité un auteur local. C'était Nicolas Feuze. Ouais. Exactement, Nicolas Feuze. Est-ce qu'il y a de l'influence également dans ton écriture des écrivains de la région? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou autrices que tu admires dans l'univers du polar helvétique? Alors dans le polar helvétique, il y a pas mal de monde, effectivement. Je trouve que le Feuze, moi j'aime bien son côté très direct. Je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi avec les textes que j'écris. Il n'y a pas forcément des besoins de beaucoup de fioritures, beaucoup de descriptifs. Je me comparais souvent, enfin je me comparais pas, mais je rigolais souvent en repensant à des lectures classiques que je faisais à l'école ou au gymnase avec des Zola ou des gens comme ça qui avaient des descriptions à non plus finir sur des gens qui coupent une tranche de jambon. Voilà, si on aime ça, tant mieux, mais clairement, moi, c'est pas ton univers. C'était pas mon univers. Moi, j'aime bien justement les choses qui sont un peu plus punchy comme ça. Et donc, dans ces univers de polar globaux, que ce soit suisse ou pas, on retrouve ça chez certaines personnes. Et le démarrage justement de Feuze, là, c'était la Brume Rouge, où justement, alors là, c'est dans le genre sanglant, ça y va bien, mais c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans une maternité, qui met un coup de fusil à pompe dans un bébé, c'est absolument atroce, mais du coup ça m'a complètement... j'étais là, wow, c'est scotchant, quoi, et ça donne clairement envie de comprendre ce qui se passe avec cet homme, parce que c'est la fonction de l'incipit. Exactement. Et elle est très réussie également dans ton livre, La tête hors de l'eau, peut-être avec un peu moins de sang. C'est ça. Il y a eu beaucoup de préparation par rapport aux connaissances scientifiques, parce que tu parles de dopamine, d'endorphine. Enfin, il y a eu un travail de recherche. Est-ce que toi, tu as également nagé pour vraiment vivre cette expérience, comme dans ton roman La tête hors de l'eau, à découvrir aux éditions de La Rive? Alors moi-même, non. On va être honnête. Je suis un peu trop... Je ne mens jamais le lundi, de toute manière. Exactement. Non, je suis pas forcément un pratiquant. J'ai discuté pas mal avec des gens qui le faisaient. J'ai été voir aussi sur le net. Il y a énormément de documentation maintenant là-dessus. Des blogs entiers qui parlent des bienfaits de cette pratique. Donc on peut apprendre plein de choses comme ça, et en échangeant justement ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est qu'à force d'en parler un petit peu autour de moi, je me rendais compte que lui il en fait, elle en fait, et puis lui c'est tous les mardis, puis elle c'est tous les jeudis, puis du coup on trouve comme ça des gens qui peuvent nous expliquer un petit peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Après la partie un peu plus scientifique, ça c'est mon côté, moi j'aime bien justement aller documenter un petit peu les choses, et puis ça va avec ton style également d'écriture qui est assez direct, il y a cette ligne narrative, donc je pense que ça se marie parfaitement, ces connaissances plus académiques dans ton style. C'est ça, moi j'aime bien mettre un tout petit peu de base, je suis un scientifique, donc ça va vraiment avec ma façon de fonctionner, on va dire. Faut que je comprenne les choses pour les expliquer. Normalement j'aurais aimé aller les lundis, mais il y a le fil rouge, donc je peux pas. Ça y est, c'est à cause du fil rouge que Flavio, tu vas pas te baigner dans les... Justement, et toi Alex, est-ce que tu as déjà tenté l'expérience comme dans La tête hors de l'eau de Christophe? Écoute, moi le truc qu'il faut que je dois parvenir à vaincre, j'ai l'impression que ces gens-là sont des fous. Moi, je suis un frileux. Je pense, le seul hockeyeur sur glace frileux du monde, tu vois. Pourtant, c'est le seul sport où t'as encore rien fait que tu transpires. Mais le fait de vaincre le froid, moi, rentrer dans la mer quand il fait 28 degrés, je mets 2 heures. Alors t'imagines si l'eau, elle est à 6 degrés. C'est un truc qui, pour moi, est absolument inconcevable. Faut juste vaincre cette idée de simplement, volontairement, se mettre dans le froid. Pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant, quoi.
Oui, il n'y a pas vraiment de bon moment, de bonne heure pour entrer dans l'eau. Je pense parmi les règles que tu disais, il n'y a pas vraiment ces soucis. Ça peut être n'importe quel moment, par exemple, maintenant. Eh bien, oui, ce truc très, très helvétique qu'on va faire exactement tout de suite maintenant. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bonsoir et bienvenue, synchronisation des montres, il est exactement 20h. T'écoutes Redline Radio. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Le fil rouge. Un souffle océanique sur la vie culturelle lémanique. De retour sur les fils rouges, c'est Flavio, votre médiateur poétique sur la Redline Radio, en compagnie de Christophe Barrault, ingénieur, écrivain. On a parlé de tes deux derniers romans, les deux sortis en 2023, donc Mortel Curatel aux éditions Montsalvin, La tête hors de l'eau aux éditions de la Rive. Mais avant cela, pour toute bonne chose, il a une première fois, il a eu un premier roman auto-édité qui m'a beaucoup interpellé. Tu ne me l'as pas envoyé, j'ai pas eu cette chance immense de le découvrir, mais j'ai très envie, j'aimerais bien. C'est La révolte de Bonnet Rouge, c'est une histoire de nains de jardin révolutionnaires. Donc là, on est en pleine fantaisie. Est-ce que ces nains de jardin sont helvétiques également? On est ancré dans le terroir ou pas forcément? Alors ils sont pas spécialement helvétiques. J'ai mis des clins d'œil si on regarde sur le quatrième, il y a la tour STS, mais je l'ai mise plutôt du côté, je la montre ici, je l'ai mise plutôt du côté dans une forêt, donc j'ai pris un peu des éléments comme ça, mais sans vraiment l'ancrer en Suisse romande. Mais ça, c'était une histoire qui est née il y a... je commence à plus être très si jeune que ça fait une quinzaine d'années maintenant. Tu avais 7 ans. C'est ça, exactement. Merci. Non, j'étais chez un ami à moi qui s'appelle Adrien, qui a organisé un jeu de rôle, parce qu'on adore les jeux de rôle. Je vois que tu as des dés aussi sur la table. Oui. Et on a passé une soirée à incarner des nains de jardin. Alors là, c'était des nains de jardin éco-activistes, donc ils étaient déjà en avance sur leur temps à l'époque. Et j'ai passé une soirée, j'étais mort de rire du début à la fin de la soirée, et je trouvais génial cette idée du nain de jardin qui prend vie, et puis qui doit faire attention. Exactement, et puis qui doit faire attention à pas se faire voir par les humains, et un peu ce côté... je me souviens plus de ce film, mais des choses comme ça où ils doivent faire gaffe à un peu 1, 2, 3 soleils, mais en permanence. Et j'ai trouvé génial comme idée, et je me suis dit tiens, je vais commencer un petit bout de chapitre, et ça je me souviens, c'est un mail que j'ai envoyé à mon ami il y a une quinzaine d'années, en lui disant j'ai écrit ce premier chapitre, t'en penses quoi, c'est un truc qu'il faut que je creuse ou pas? Puis il me dit c'est monstre drôle, il faut faire quelque chose. Faut y aller. Et effectivement, donc c'est des nains de jardin qui en fait sont en vie comme personne ne le sait, mais c'est un fait. Et du coup, on commence avec un couple de quarantenaires qui ont des nains de jardin à la maison. Le mari, il a une personnalité très effacée, il est très soumis, il n'a pas beaucoup d'acoué, comme on dit par chez nous. Et puis du coup, sa femme est beaucoup plus vive, on va dire. Et du coup, elle se retrouve à lui dicter un petit peu sa vie, et il se retrouve un peu piégé dans ce jardin avec une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de nains de jardin, et puis au bout d'un moment il en a marre, il se décide à s'en débarrasser. Il voit passer une info sur le Front de Libération des nains de jardin, qui est un vrai truc, avec des vrais gens qui allaient vraiment enlever des nains de jardin et les mettre en forêt. Il voit ça passer à la télé, il se dit tiens, en fait c'est le bon plan, je vais faire semblant d'avoir été victime de ce groupe-là. Il prend une première moitié des nains de jardin avec lui dans sa voiture, il va les jeter en forêt, puis quand il revient chercher l'autre moitié, elle a disparu. Wow. Là, lui il se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Sa femme, elle a perdu l'équivalent de ses enfants, donc elle part dans une vendetta monstrueuse. Elle va essayer de comprendre qui a bien pu lui voler ses nains de jardin. Et puis les nains de jardin, eux, ils sont bien embêtés parce que c'est à 2 jours de la grande révolte mondiale des nains de jardin. Oh là là, ça tombe mal. Exactement. Et du coup, ils sont séparés au pire moment et ils doivent se retrouver. Donc c'est vraiment un roman d'aventure avec plein de fils de personnages qui vont s'entrecroiser. Ça donne très envie. Ouais, pour nos auditrices et auditeurs qui aimeraient le découvrir. Est-ce qu'on le trouve sur ton site, christophebarrault.com?
radio.ch. Comment on fait si on est auditeur, auditrice du Fil Rouge et on a hâte de découvrir ces nains de jardin? Ouais, alors effectivement, ils sont auto-édités, ils sont pas distribués, donc on va pas les trouver chez Payot, mais on peut les trouver sur mon site web, effectivement christophebarraud.ch. Tout répondu, et puis je me ferai un plaisir de vous faire une petite dédicace et puis de l'emballer moi-même dans un petit paquet. Très bien, et ça donne vraiment envie. Il a le côté ludique. Tu as parlé de ton côté scientifique, il a aussi ce style qui est direct, dans une ligne narrative où l'action est importante, presque cinématographique ou sériephile, mais il a le côté du jeu. Est-ce qu'écrire finalement, l'essence de l'écriture, c'est le jeu, selon toi? Je pense que si on s'amuse pas, il se passe pas grand chose en fait. En tout cas, moi, c'est ma façon de vivre aussi. J'ai la chance d'être marié avec quelqu'un qui est aussi fan de jeux que moi. On a un étage entier qui est rempli de jeux de société, des jeux de rôle, de ce genre de choses. Et du coup, c'est sûr on vit beaucoup de choses à travers le jeu. Et c'est sûr que moi, j'aime beaucoup rajouter de l'humour là où je peux. C'est sûr que dans les polars, il y en a une petite touche ici ou là, mais c'est un petit peu plus discret parce que du coup, le cœur de la chose est pas là. Dans les nains de jardin, je me suis lâché, j'ai fait plein de petites références pop culture aussi. Donc. On parle de jeux, on parle de choses ludiques. Je suis obligé de rebondir sur le fait qu'il y a la grande partie ce week-end à Yverdon, 8, 9, 10 à la Marive. Pendant toutes ces heures-là, sans interruption, vous pourrez jouer à plein de jeux. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez Les Trois Mousquetaires, la grande partie. Jouons ensemble, on aime beaucoup jouer sur le fil rouge. On a un jeu. Pardon. J'y serai samedi en plus. Voilà. On pourra même se croiser là. Je rebondis juste sur ce fait-là. Si vous aimez jouer, si vous aimez vous amuser, vous voyez, il y a encore quelques places qui sont libres ici autour de la table. Si toi aussi, tu as peut-être envie de découvrir à l'autre côté du miroir ou du micro, en l'occurrence, n'hésite pas. Une seule adresse, info@redlineradio.ch. Et vous viendrez jouer avec nous parce que nous aimons beaucoup jouer sur la Redline Radio, sur les fils rouges. On a un jeu très ludique, très pratiqué dans les salons littéraires européens au siècle XVII. Pardon. On a une réaction sur Internet, si je peux me permettre. Nac nous dit, est-ce qu'il est plus facile d'écrire un polar ou du fantastique? La grande question. Je pense que ça dépend de l'état d'esprit. Parce que là, j'en ai deux en parallèle que j'écris. Un, c'est un thriller un peu sombre, et l'autre, c'est du fantastique beaucoup plus léger et fun. Et clairement, il y a des moments où j'ai plus envie d'écrire du fun que des histoires un peu sombres. Je pense que le fantastique, il a un avantage, c'est qu'on peut se permettre des choses sans forcément trop avoir besoin de se documenter et faire des trucs un petit peu plus comme ça nous arrange. Encore que moi, je me suis mis du fantastique, mais qui est lié à de la mythologie celtique irlandaise. C'est très précis. Et du coup, là, c'est aussi scientifique. Ouais, et je me suis beaucoup amusé à décortiquer un peu ça pour rajouter un peu de, pas de vraisemblance, on se comprend bien, mais de petits clins d'œil comme ça à ce qui existe. Et je pense que je m'amuse, en tout cas, je m'amuse beaucoup avec le fantastique, je me laisse plus de liberté, mais c'est pas forcément beaucoup plus simple non plus. Merci beaucoup Anansi, très, très belle question. Est-ce qu'un livre dialogue avec le précédent? Est-ce qu'il a ça également? Est-ce qu'après avoir écrit quelque chose de plus sérieux, de plus dense, on a envie, toi tu as envie d'aller vers la fantaisie et puis retrouver une certaine légèreté? Ouais, je pense que les deux premiers que j'ai écrits, je les ai vraiment écrits sur des très très longues périodes, entre 5 et 10 ans, on va dire ça comme ça, à force de petits éléments à gauche à droite. Je pense que après ces deux polars, je me suis mis effectivement sur le fantastique pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fun. En plus, donc c'est répondre un peu. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a vraiment besoin des fois de changer un peu de style aussi. Moi, je lis beaucoup dans ces deux styles aussi. Je lis beaucoup de fantastique, fantasy, puis aussi beaucoup de polar et thriller. Donc je pense que c'est aussi une alternance assez saine. De pont entre ces deux styles. Justement, le deuxième, donc on a parlé du premier roman, La Révolte de Bonnet Rouge, que je regarde avec un intérêt qui ne fait que de grandir. Merci beaucoup. Et il y a eu le deuxième, Malléable. Donc là, tu es allé dans un thriller, donc pas un polar, plutôt un thriller où la technologie est assez présente. Exactement. Ouais, là, j'ai renoué avec ma profession de base, on va dire ça comme ça, même si je ne l'ai pas beaucoup exercée techniquement. Mais là, on va suivre Sarah, qui est roboticienne, qui a fait sa thèse sur la domotique, donc l'art de contrôler son environnement avec de la technologie, et qui utilise sa maison un peu comme un terrain de jeu, de découverte et d'expérimentation.
Puis elle est mariée avec quelqu'un qui s'appelle David, qui est les deux sont hyper heureux en couple. Et puis lui, petit à petit, il va découvrir des choses un petit peu surprenantes sur sa femme. Et plus il va creuser, plus il va se rendre compte qu'il y a pas mal de couches, encore une fois, sous l'apparence, on va dire. Et plus il creuse, moins elle va devenir sympathique, on va dire ça comme ça. Et puis effectivement, cette technologie, elle va prendre un peu c'est un fil rouge dans tout le bouquin, mais c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement présent dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'être dans la technique pour le comprendre. C'est beaucoup plus un moyen de créer cette tension et d'amener justement quelques éléments qui me font toujours, que je trouve toujours intéressants. J'ai bien un petit clin d'œil aussi. Et on retrouve également sur ton site christopheparot.ch donc les 2 premiers livres, Révolte de bonnet rouge et Malléable. Exactement. Tu es un grand lecteur également. Il y a une des questions que je pose à nos invités, c'est 1 heure à attendre dans une gare ou à aéroport. Qu'est-ce que tu fais? Et tu as dit, si j'ai mon ordi, j'écris. Si j'ai un bouquin, j'ai lis. Est-ce que l'écriture et la lecture s'entremêlent selon toi? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Pour être écrivain, il faudrait beaucoup lire. Je pense pas que ça soit complètement sine qua non, parce qu'il y a certainement des gens qui ont écrit sans être des grands lecteurs, mais je pense que ça permet de créer un terreau fertile, on va dire ça comme ça. Moi je suis très livre et aussi tout ce qui est cinéma, série, et ça c'est des sources d'inspiration justement qui sont très très importantes, parce que ça va aussi moi ça me permet aussi de voir un peu comment les choses sont construites, comment l'auteur là en l'occurrence il a amené son point, et c'est cette architecture de la narrative, la science narrative, elle t'intéresse. C'est ça, c'est clair. Puis après il y a des histoires où je me dis mais merde, j'aurais tellement voulu l'écrire celle-là. Je me suis dit ça d'un film récemment, comment il s'appelait, avec Rosamund Pike, où elle fonde elle est justement curatrice en Amérique, et elle détourne en gros des fonds de personnes âgées en les mettant à l'hospice. Enfin, c'est vraiment un truc hyper glauque, et c'est super bien construit, et en même temps c'est très drôle, puis en même temps c'est très sombre. J'ai vraiment trouvé ça génial. Je me souviens plus exactement du titre. C'est très intéressant ces parallèles entre le récit, la technique narrative et le style. C'est une des discussions que nous avons souvent ici sur les fils rouges, et je trouve que d'une certaine manière tu entremêles les deux, parce qu'il y a quand même du style dans ton écriture. En étant un grand lecteur surtout de littérature helvétique, ton style il est à mon avis basé sur cette sensibilité, sur cette délicatesse que tu trouves presque beaucoup d'empathie par rapport à tes personnages. Est-ce que ça s'en sert comme forme de style selon toi? Ouais, je pense que si on s'attache pas à un personnage, il est mauvais pour moi. Il y a un truc qui est raté, du coup c'est nécessaire de pouvoir le voir. Et c'est un des trucs qu'on m'a dit d'ailleurs sur Malléable, un feedback constructif que j'ai beaucoup apprécié, qui m'ont dit mais Sarah, elle est trop, elle est presque un peu trop. Ouais, si on caricature, elle est un peu trop tarée, on va dire ça comme ça. Dans le sens, il lui manque un petit pourrait pas vernis. Exister en quelque sorte. Ouais, c'est presque un petit peu trop poussé. Il faudrait presque lui rajouter un petit vernis de l'humanité. Exactement. Et j'ai trouvé très intéressant justement de voir un peu ce feedback-là qui est un peu différent du classique. Super, j'ai adoré, bravo, c'est incroyable. Et du coup, effectivement, je pense qu'il faut avoir un petit peu des deux, et puis il faut surtout que le lecteur ou la lectrice puisse s'identifier un peu à cette personne. Et si en plus on a de la peine pour elle ou pour lui, et on aura envie de l'aider ou de lui faire un câlin, moi je trouve que c'est génial si on arrive à susciter ce genre d'émotion auprès du lecteur. Et tu as fait un gros saut qui est de l'auto-édition à être un auteur édité. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Est-ce que justement par rapport au feedback, aux impressions, en étant édité, on est plus sujet justement à avoir des impressions pas toujours positives, parfois négatives, mais dans le sens de la construction du récit? Comment est-ce que tu as vécu par rapport à ces deux différentes expériences, en auto-édition et en édition plus conventionnelle? Ça, je pense que c'est mon côté création d'entreprise, entrepreneur. J'avais pas envie d'attendre que ça tombe. Je me suis dit merde, allez, j'essaye. En plus, moi je bosse dans une entreprise qui accompagne des structures dans leur création, qui s'appelle Genilem à Lausanne et à Genève, et on passe notre vie à dire aux gens mais
le truc le plus important, c'est de faire quelque chose. Et après, on verra bien l'impact que ça a. Idéalement, le faire de façon un peu simple et rapide et sans trop de coûts, que ce soit temporel ou humain ou au niveau de l'argent. Et du coup, je me suis dit, mais allez, j'ai ces 2 trucs qui traînent dans mes tiroirs depuis longtemps. Je les sors. Je dis à tout le monde que j'écris des bouquins, puis on verra bien s'il y a des gens qui l'achètent et puis qui le trouvent intéressant. Et j'ai commencé par les nains de jardin en me disant, de toute façon, ça c'est un ovni, c'est un truc qui est complètement barré, qui sortira jamais J'ai dans hâte de le lire. Ouais, justement, il y a des gens qui vont réagir positivement parce qu'ils seront intrigués, mais ça reste quelque chose qui est très hors du cadre classique, justement. Et Léa va être un petit peu plus dans le classique thriller polar. Avec un certain respect au code du genre, en quelque sorte. Ouais, puis c'est surtout un genre qui est un peu plus populaire pour moi. Parce que là, les nains de jardin, c'est quand même cette couverture, fantastique. Elle est magnifique. Alors ça, c'est un artiste qui habite au Canada. Je la montre également. Exactement. Est-ce que tu peux la décrire, parce que nous avons plein d'auditeurs qui sont derrière leur poste de radio. C'est assez sympa à décrire. C'est un chien qui a l'air fort sympathique, qui a l'air très bienveillant d'ailleurs. Et sur son dos, enfin je sais pas si on dit le dos d'un chien, il a 2 dents de jardin. Il y en a un qui, je crois, il a un GPS. Exactement. Ben, c'est très bien. Ils ont piqué un GPS pour trouver leur chemin. Et les couleurs sont très vives et rayonnantes, donc ça donne vraiment très envie de découvrir la révolte des bonnets rouges sur les sites de christophebarrault.ch. C'est ça, et du coup moi j'avais ces 2-là, je me suis dit allez, je les sors, on verra bien. Je les ai sortis, j'ai fait un vernissage, ça s'est bien passé, j'étais content, j'ai pu faire un peu de bruit, et surtout ça m'a donné une certaine crédibilité pour aller voir d'autres auteurs en leur disant ben voilà, c'est pas entre guillemets que j'ai que, je vais des très très gros guillemets à ce que je dis, que j'ai que un bout de manuscrit quelque part sur un disque dur, mais j'ai 2 romans, j'ai écrit ces romans, je les ai sortis, ils sont publiés, ils sont disponibles. Après voilà, on peut aimer, on peut moins aimer, ça c'est des histoires de goût, mais ils sont là. Et du coup ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, notamment le Gaélig, c'est un groupe d'auteurs helvétiques de littérature de genre, avec lequel c'est une association dans laquelle je fais partie, et ça m'a permis justement de me mettre en contact, de me mettre en réseau avec pas mal de monde dans ce milieu, et c'est à travers ce genre de choses là que j'ai découvert après ces concours pour des nouveaux textes. Aux auteurs. C'est très inspirant, Nous ici à la Redline Radio, on aime bien faire les choses également, et puis on apprend en quelque sorte en les faisant. C'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé avec la révolte des bonnets rouges. Je me suis dit comme ça, si je me plante, c'est le truc qui est potentiellement le moins populaire, qui est un peu foiré, et celui qui a peut-être un petit peu plus de chances de parler à la masse, on va dire ça comme ça, il sera en 2e. Puis après, il y a d'autres choses qui arrivent derrière, et ça renourrit après le... Tu ne fais que de commencer ta carrière d'auteur, Christophe, d'une manière très ludique, et nous on aime bien jouer. D'ailleurs on allait jouer tout à l'heure, il y a une question, donc on a reporté notre jeu, mais il est présent, on ne peut pas manquer de Portrait chinois, ce jeu qui était très pratiqué dans les salons littéraires européens au siècle XVII. C'est lui qui est à l'origine des questionnaires de confession très à la mode à la fin du 19e siècle, dont Marcel Proust, quelqu'un qui avait un certain style, on va dire comme ça, fut les personnages les plus extraordinaires liés à cette tradition. Donc le principe est très simple, il sert à révéler certains traits d'une personnalité grâce à un questionnaire basé sur l'identification à des objets, des éléments ou des personnes. En ton honneur, notre thématique sera les enquêtes policières, les thrillers. Ça marche. Voilà, ça aurait pu être la fantaisie également. Pourquoi pas. Oui, mais on va essayer de mélanger les deux alors. Alors, je pense qu'Alex est avec nous, Nancy peut-être également, nos auditrices, nos auditeurs peuvent participer sur nos différents réseaux. La première question, si j'étais une nouvelle technologie, quelle serait cette nouvelle technologie et pourquoi? Je commence avec notre invité qui est ingénieur également. Quelque chose dans la lignée de Black Mirror, la mythique série. Oh là là. Nouvelle technologie, ça c'est très très compliqué parce je trouve qu'on est de plus en plus dans la science-fiction, enfin on se rapproche de la science-fiction. C'est peut-être parce que je commence à prendre un petit peu de cheveux gris et que je vois des choses que j'imaginais il y a 20 ans en arrière, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer? Je pense qu'on est vraiment de plus en plus proche de avec les chats GPT, avec les Siri, avec ce genre de choses. C'est vraiment un peu cette techno d'assistance, on va dire, au jour le jour,
moi j'ai vécu avec les Star Wars, c'est ce genre de truc où on entre quelque part et puis on dit un truc et puis boum, ça se trame. Ça se fait. Donc c'est peut-être pas si futuriste que ça, mais j'aime bien cette idée de la technologie comme un outil d'assistance, c'est pas comme quelque chose qui remplace. Donc on va dire ça comme ça. Ça me semble une très bonne initiative. J'aurais préféré une intelligence artificielle qui m'aide à faire la vaisselle ou la lessive, qui écrit mes textes, par exemple. Ah ouais. Alors, ouais, ça c'est un grand débat de est-ce qu'on utilise ChatGPT ou pas, est-ce qu'on ose s'approcher de ça ou pas. Moi, je le trouve très bien dans une optique de challenger des idées, d'être un genre de sparring partenaire comme ça, de quelqu'un qui pourrait... C'est un peu le seul truc. J'aime bien cette idée du sparring. C'est un peu le problème qu'on a quand on écrit, c'est qu'on est tout seul dans son écran et des fois, simplement de parler de ce qu'on fait, d'écrire ce qu'on fait, et de faire rebondir l'idée, c'est le meilleur moyen de l'enrichir. En tout cas, c'est ce que je trouve, enfin, c'est ce que je pense. Et l'intelligence artificielle type ChatGPT, pour ça, elle est excellente parce que ça permet de dire, voilà, c'est là où j'en suis, j'ai ces idées, est-ce qu'il y a d'autres pistes que je pourrais explorer? Et sans que ça écrive à notre place, ça nous challenge un petit peu sur... c'est comme le ferait un interlocuteur humain, on va dire ça comme ça. Je prends note, ça me semble très bien comme réflexion. Et toi, Alex, une nouvelle technologie? Une nouvelle technologie. Moi, ce serait, je sais pas, l'électricité en Wi-Fi. Tu vois, en tant qu'électricien, j'aurais plus besoin de tirer des câbles. Donc, ce serait vraiment... enfin, quand je dis électricité, c'est vraiment du 230, enfin, du courant fort, comme on appelle ça un petit peu. C'est ça, exactement. Nous sommes révolutionnaires, nous ne sommes pas de normes, malgré nos statures pas très élevées. Je parle d'Alex et moi-même. La prochaine question, si j'étais un nain de jardin, je serais comment? Moi, je pense à celui du film Amélie Poulain. Le voyageur, un peu comme ça. Voyageur, oui, j'aime bien ces nains-là. Et vous? Et je commence avec Alex cette fois-ci. Moi, je serais un nain grincheux. Voilà, c'est comme ça. J'aurais bien sûr mon bonnet rouge. Puis je pense une de ces barbes blanches, comme ça, un peu un Papa Noël grincheux. C'est comme ça que je me... Grinch. Ouais, tu sais, moi, je suis un peu un ours. Enfin, tu me connais depuis à force. Mais c'est un de ces nains grincheux, mais avec un cœur d'or et de chair. Et toi, Christophe, est-ce que c'est un des personnages, peut-être, un de tes nains de jardin? J'ai une ancienne collègue qui m'avait dit, mais ce nain-là, c'est ce collègue-là, puis celui-ci, c'est toi, puis celui-ci. Puis je lui dis, mais non. Puis après, je réfléchis, je dis, ouais, presque en un sens, on pourrait. Donc effectivement, la fiction qui s'entremêle à la réalité. Ouais, mais ça se rapproche de la question d'avant, de est-ce qu'on prend de la réalité pour la mettre dans la fiction. Il y a bien sûr, il y a des traits comme ça. Hein, dans ce truc-là, il y a un nain de jardin qui est un chef, l'espèce de vraiment le chef, hein, pas le leader pour moi, c'est vraiment celui qui dit c'est moi le chef, puis qui est pas forcément très utile, mais qui fait croire qu'il est le chef et qui connaît tout, qui partage rien. Puis de l'autre côté, on a le jeune chef, un peu plus leader, un peu plus qui montre l'exemple, qui tire en premier. Et du coup, effectivement, je serais peut-être plus dans cette veine-là. Toi, le deuxième. Exactement, j'espère en tout cas. La littérature, elle se situe dans cette porosité entre la réalité et la fiction. Exactement. Donc, pourquoi pas. Merci infiniment, Christophe. Mais nous ne te quittons pas sans autre moment mythique du fil rouge, c'est le moment de la lecture. Et là, j'aimerais bien que tu nous lises un extrait de Mortel Curatelle, donc paru aux éditions Montsalvin. Est-ce que tu pourrais nous contextualiser l'extrait que tu as choisi pour nous? Alors, je vais retrouver la page déjà. Attends. Donc là, pour revenir, donc c'est le 3e roman, c'est l'histoire de Louisette Favre. À Échalon. Exactement. J'ai pris un nom bien local là aussi. Très joli prénom. Ouais, Louisette, ouais. Louisette, ouais. Il y a quelque chose de magique. Ça revient à la mode. Au Brésil, c'est Louisette. Ouais. Et pourquoi pas, ça me semble très bien. Nous avons une soirée assez brésilienne d'ailleurs sur la Redline Radio. Alors effectivement, tu me tends la perche. Il faut savoir que le lundi, on a une émission entre 21h et 23h qui s'appelle Wind Down. Et notre remplaçant programmateur et animateur du club, Andrea, nous propose ce soir effectivement une émission dont le thème sera quelque chose que tu connais, mon cher Flavio, le Brésil. Voilà. Bon, ça me va. Mais revenons à Échalon. Partons de Rio à Échalon. Exactement. Je voulais peut-être lire un petit bout c'est la rencontre, la première rencontre entre Louisette et
Arthur Chavant qui va devenir son curateur du coup. Dans le roman, c'est tout au début. Rencontre fondamentale. Pas de divulgachage. N'est-ce pas donc on est vraiment un peu dans cette toute première rencontre. Ce jour-là, à l'aube de ses 55 ans, il était marié, avait 2 beaux enfants et emménageait dans sa maison. D'ici un mois, ce serait l'été. Il restait beaucoup à faire pour être prêt à accueillir ses amis pour un barbecue. Passer d'un appartement à une villa offrait tout un monde de possibilités, mais il fallait prévoir un certain budget pour compléter l'assortiment de meubles. Il avait acheté en bout de route pour être tranquille. Un grand jardin, parsemé d'arbres fruitiers, ceinturait toute la propriété. Côté sud, un champ s'étendait sur plusieurs centaines de mètres pour finir par épouser le bord de la forêt communale. C'était l'idéal pour faire des balades avec les enfants. Côté nord-est, une maison individuelle était perdue dans une végétation dense et très diverse. En voyant ça, il s'était dit qu'il n'allait certainement pas se faire emmerder par ce voisin-là qui semblait, lui aussi, aimer la discrétion. Alors que la moitié de son cigare était consumée, il aperçut du mouvement sur la parcelle qui donnait au nord-ouest. Il n'y avait pas de route qui passait directement entre les villas sans faire le tour du quartier. Par contre, la limite entre les 2 jardins était plus floue que de l'autre côté. Pas de haies, pas de barrière. On pouvait simplement marcher et finir par se retrouver chez le voisin sans s'en rendre compte. Une retraitée avançait vers Arthur avec un sachet plastique dans la main. Elle entra sur son terrain sans ralentir en lui faisant signe. Il se leva, ajusta sa casquette et alla à la rencontre de la vieille dame. « Alors, vous êtes mon nouveau voisin ?» Il semblerait. Arthur Chavant, enchanté. « Ah oui, vous êtes le plombier. Installateur sanitaire. Je dirige ma société depuis bientôt 24 ans. » « Ah, c'est super. Moi, c'est Louisette. J'habite ici depuis... disons que ça fait un moment. Votre maison n'était même pas encore là quand je suis arrivé. C'est mon mari qui a construit en 1972. » Tout en parlant, elle jetait des regards par-dessus l'épaule d'Arthur. Elle avait les yeux bruns, perçants, qui reflétaient une certaine capacité de réflexion. « Et vous fumez souvent le cigare ?»« Ça m'arrive. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. J'ai toujours voulu vivre dans ma maison. »« Ah oui, c'est bien, c'est bien. Vous avez hérité ?» Arthur sourit à moitié et souffla par le nez. « Non, j'ai travaillé toute ma vie pour m'acheter cette villa. Mes parents ne m'ont laissé que des dettes, du coup, j'ai refusé l'héritage quand ils sont morts. » Ah, ils sont déjà partis tous les 2. Ils n'ont rien fait de très sain de leur vivant. On est tous rattrapés par ces démons, tôt ou tard. Louisette laissa son regard vagabonder aux 4 coins du jardin. Vous allez avoir du boulot avec ce terrain. Vous devriez faire comme moi. J'ai installé un robot tondeuse. Il circule tous les jours. Ça fait un bel effet. Très propre. Ah, vous savez, moi, je n'ai pas peur du travail manuel. Et j'ai 2 enfants, de 12 et 15 ans. S'ils veulent une rallonge d'argent de poche, il faudra le gagner. Ah, j'adore les jeunes. La famille qui vivait ici en avait aussi des petits. Comment ils s'appellent ? L'aîné, c'est Léna, et le cadet, Mathis. Et ils ne sont pas là aujourd'hui ? Ils sont à l'école. Ils me rejoindront ce soir, avec leur mère, pour déballer les cartons. Ah, votre femme est enseignante alors ? Non, elle est hôtesse d'accueil dans une parfumerie à Lausanne. Hôtesse d'accueil ? Ce que le monde peut être compliqué. Avant, on disait vendeuse, plombier ou éboueur. On ne peut plus rien dire à personne sans qu'il se vexe. Arthur reprit son havane en bouche et tira dessus à s'en creuser les joues. Louisette regarda le cigare avec un air réprobateur. Elle finit par tendre son sachet en plastique à Arthur. « Donnez ça à votre femme, c'est des épinards du jardin. Elle pourra en faire une salade. Comment elle s'appelle en fait ? Stéphanie. Merci beaucoup. Louisette, c'est juste ? C'est ça, ouais. Je retourne à mon potager. Bienvenue dans le quartier. » Arthur lui fit un signe de tête. La vieille dame s'en alla, non sans jeter un dernier coup d'œil curieux à la maison et à son nouveau propriétaire. C'est très fluide, c'est très convivial. On est à Échalon, on a envie de rencontrer ces gens et de plonger dans leur mystère. Merci beaucoup Christophe pour ce dialogue, pour ce moment de partage. Je ne peux que conseiller chaleureusement nos auditrices et auditeurs à découvrir d'urgence tes ouvrages, soit sur ton site internet, soit dans les librairies de la région. Merci infiniment Christophe. Merci. On arrive malheureusement déjà gentiment au terme de cette émission. Si vous faites partie de ces malheureuses personnes qui avaient raté ce direct, qu'à cela ne tienne, par le truchement de la technologie, eh bien vous les retrouverez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, la page Facebook de Redline Radio, ainsi que sur notre chaîne YouTube, chaîne où on vous invite aussi à vous y abonner et cliquer sur la petite feuille clochette. On a parlé pas mal de thrillers. Puis moi, quand on parle de thriller, instantanément, je pense à Michael Jackson. Il
faut savoir qu'il y a eu un événement aujourd'hui. Et ben, c'est le décès de Quincy Jones. On voulait juste simplement rendre hommage à ce trompettiste fou qu'on a croisé plein de fois, pas très loin de chez nous, à Montreux. Et puis de dire, lui souhaiter un bon voyage. Et c'est sûr qu'il a déjà ressorti sa trompette là-haut avec tous les grands qui l'accompagnent. Mon cher Flavio, qui seront l'invité la semaine prochaine? Lundi prochain, le 11 novembre, toujours parmi nos frissons littéraires helvétiques, toujours à la croisée des arts, mais en mode poésie cette fois-ci, en compagnie de l'auteure genevoise, docteur en sociologie et diplômée en écriture littéraire à la Haute École des Arts de Berne, Eva Marzi. Elle viendra nous parler de migration, de rupture biographique, de sens et de conscience, de souvenirs et de fragilité, et nous présenter son très bel ouvrage en prose poétique Hippocampe, paru aux éditions La Veilleuse, que nous aimons beaucoup, également ici sur les fils rouges, dans lesquels, poème après poème, elle nous affirme que l'amour anime aussi la mémoire. C'est extrêmement, on se réjouit en tout cas de tout cela. On se retrouve demain à partir de 19h pour l'émission La Taverne au Talent avec toute l'équipe. On se réjouit d'avance. Excellente soirée à tous et à toutes. Sachez que Redline Radio est une radio associative sur notre site internet www.redlineradio.ch. Un petit QR code de Twint va vous sauter à la figure histoire de pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. Si vous n'avez pas Twint, pas de souci, juste en dessous vous avez un petit bouton qui accepte l'ensemble des moyens de paiement. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci Flavio, merci Christophe, et puis prenez soin de vous. Ciao ciao. L'info de la semaine, Pascal Nordman et Redline Radio. C'est un oiseau. Il vient de dévorer un chemin. Cet oiseau a dévoré le chemin qu'il suivait. Malheureux. Où va-t-il aller maintenant? Derrière une colline, le grand conseil des routes et chemins se réunit en urgence. Que faire? Nous sommes en danger. Cet oiseau pourrait nous dévorer tous et toutes autant que nous sommes. On boit du thé vert et de la limonade. Sans chemin, le monde est perdu. On allume de petits cigares et l'on chique du tabac russe. Quelqu'un amène de l'orangeade et des petits pains. On sert des olives noires venues d'Espagne. Le fil info, c'est une nouvelle dépêche tous les samedis matins sur www.pascal-nordman.com. La nouvelle vient de tomber. Tu me laisses